Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc continuons sur les trous noirs réels. Alors les trous noirs ne sont pas isolés dans l'univers. Ils font partie de galaxies où se trouvent des étoiles et des nuages de gaz et de poussière. Il est donc fréquent que la matière tombe dans un trou noir. Le trou noir étant en rotation, la matière tombe dans le trou noir, est entraînée dans l'ergosphère ou dans son voisinage tout simplement, et en prenant la forme d'un disque appelé disque d'accrétion. Donc on a un trou noir et on a la formation d'un disque autour de matière. La matière qui arrive est entraînée par la rotation du trou noir et se met dans le disque, et de la matière à l'intérieur, au bord du disque, tombe dans le trou noir. La matière s'entasse dans ce disque à la limite de la dernière orbite stable. Dès que la matière dépasse cette orbite, un peu cette orbite, elle n'est plus sur une orbite stable et elle tombe dans le trou noir en spirale. Les différentes parties du disque tournent à des vitesses différentes. La partie intérieure, plus proche du trou noir, tourne beaucoup plus vite que la partie extérieure. Cela entraîne des frottements, des frictions très importantes qui provoquent une élévation très forte de la température. Cela peut atteindre des millions de degrés. Le disque de matière qui chute, les disques de matière qui chutent, sont donc le siège d'une importante émission de rayonnement X et gamma. Le trou noir présente également des jets au niveau des pôles. Des jets qui peuvent être très très longs. La matière de ces jets provient d'instabilité dans le disque avec de la matière qui dérive vers les pôles et au niveau de sa rotation s'accélère en tombant, forme une spirale qui arrive au niveau des pôles où la matière est éjectée. Ces jets sont particulièrement puissants et les champs magnétiques jouent d'ailleurs aussi un rôle important dans la structure des jets, qui sont par ailleurs fort difficiles à analyser, aussi bien par des équations que numériquement, vu la complexité du phénomène et le fait qu'il s'agit de structures à 3 dimensions sphériques. C'est pas évident. Deux types de trous noirs sont observés dans les galaxies. Les trous noirs stellaires, qui sont dispersés un peu partout au sein de la galaxie, et les trous noirs supermassifs, qui se situent au centre de, semble-t-il, presque toutes les galaxies. En tout cas, les galaxies d'une certaine taille. Celui de notre galaxie est relativement modeste. Il atteint environ 100 millions de fois la masse du Soleil. Mais certains peuvent faire plus de 10 milliards de fois la masse du Soleil. Les trous noirs peuvent être observés car ils sont trahis de 5 manières. Alors, premièrement, les jets dont on vient de parler. Ces jets sont observés avec des trous noirs stellaires qui aspirent le gaz d'une étoile compagnon, ou avec les trous noirs supermassifs des galaxies dites actives. Dans les galaxies actives, le trou noir central absorbe de grandes quantités de matière, nuages de gaz, étoiles qui sont situées dans son voisinage. Une fois que le trou noir a fait le vide autour de lui, le trou noir central, il se calme et devient beaucoup moins actif. Mais il maintient toujours une certaine activité, juste moins violente et plutôt occasionnelle quand un nuage ou une étoile se rapproche un petit peu trop. C'est le cas de notre trou noir central de notre galaxie qui est plutôt calme.
C'est aussi le cas des galaxies elliptiques, type particulier de galaxies, qui sont très pauvres en gaz, et donc peuvent moins alimenter leur trou noir. L'exemple typique de galaxies actives, ce sont les quasars. Alors, ce sont des galaxies extrêmement actives, vraiment très très actives, qui ont existé pendant une période relativement précoce de l'univers. Époque où les galaxies venaient de se former, avec un trou noir massif servant de graine gravitationnelle. La jeunesse de ces galaxies signifiait qu'il y avait beaucoup de gaz disponible, de très grandes quantités, et donc susceptibles d'alimenter le trou noir en gaz ou en jeunes étoiles. Deuxièmement, si l'on peut observer le mouvement des étoiles près du trou noir, leur mouvement ou leurs orbites trahissent la présence du trou noir. C'est le cas du trou noir central de notre galaxie, où les mouvements sont aisément observables, parce qu'il n'est pas très loin, ce qui a permis d'estimer avec précision la position et la masse de notre trou noir central. Les trous noirs, les étoiles les plus proches, tournant avec une vitesse absolument faramineuse autour du trou noir. Troisièmement, le rayonnement X et gamma émis par le disque d'accrétion et par la matière engloutie est extrêmement puissant et très caractéristique. Historiquement, ce fut le premier indice de la présence du trou noir central de notre galaxie. Ce fut l'observation d'une source X très puissante dans la galaxie, dans la constellation du Cygne, et appelée Sinus 1 ou Sinus X, si je me souviens bien. Les variations rapides de ce rayonnement donnent des informations précises sur la taille de la source qui émet le rayonnement. En effet, si les variations sont rapides, cela signifie que toute la zone qui varie a différentes parties qui ont pu se synchroniser en étant en interaction, donc en échangeant des informations, peu importe leur nature, mais à une vitesse inférieure ou égale à la vitesse de la lumière. Plus la variation est brusque, et plus la zone est petite. Et si au contraire c'était très étendu, les zones les plus éloignées ne pourraient pas se synchroniser, et il y en a qui augmenteraient, d'autres diminueraient, et globalement, ça donnerait une variation moyennée beaucoup plus faible. Et donc ça a permis de constater que le trou noir central était vraiment petit pour une masse de plusieurs millions de masses solaires. Un quatrième phénomène, ce sont les ondes gravitationnelles. Celles-ci sont connues de longue date, c'est une prédiction de la relativité générale. Ce sont des ondulations, des variations de la courbure de l'espace-temps qui se propagent comme une onde. Elles avaient été prédites pour les étoiles à neutrons. Lorsque deux étoiles à neutrons sont en orbite l'une autour de l'autre, elles émettent beaucoup d'ondes gravitationnelles, perdent de l'énergie et se rapprochent. Si ces étoiles à neutrons sont des pulsars, c'est-à-dire émettent des bip-bip radio extrêmement rapides, cela a une influence sur la fréquence de ces impulsions, et ça a donc permis de vérifier avec une grande précision l'existence des ondes gravitationnelles. Mais depuis quelques années maintenant, on a aussi des grands détecteurs d'ondes gravitationnelles. LIGO, Virgo, Kagra au Japon. Et ces grands détecteurs ont permis de détecter de nombreuses ondes gravitationnelles, et en particulier des fusions de trous noirs. Deux trous noirs qui entrent en collision et fusionnent pour en former un plus gros. La nature même des détecteurs, la conception même des détecteurs, font qu'ils sont surtout adaptés à des trous noirs dits de masse intermédiaire. C'est-à-dire quelque part entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs.
Ils sont souvent plus difficiles à détecter, les trous noirs de masse intermédiaire. Parce que ce ne sont pas les monstres qui sont cachés, qui sont au milieu de nos galaxies. Ce sont plutôt des trous noirs qui se baladent, mais ils sont plus gros aussi parce qu'ils ont avalé tout ce qu'il y avait autour d'eux. Ils sont donc généralement plus calmes, plus difficiles à détecter. Et le nombre de détections d'ondes gravitationnelles a permis de constater qu'ils étaient plus fréquents qu'on ne croyait. Donc c'est une belle découverte et on verra ce que ça donnera. Alors, cinquièmement, il y a simplement le fait de pouvoir voir un trou noir. Alors c'est longtemps resté inaccessible. Parce qu'ils sont noirs d'abord, hein, bien sûr. Ils sont tout petits. Et ils ne sont pas tout près. On n'a jamais observé en direct une image de trou noir stellaire. Ils sont trop loin. Bon, il y aurait pu en avoir un tout proche, mais le hasard fait qu'il n'y en a pas un tout près de notre système solaire. Peut-être tant mieux, parce que c'est dangereux, un trou noir. Et le trou noir central, lui, il est beaucoup plus gros, mais il est aussi nettement plus loin. Il est au centre de la galaxie, alors que notre Soleil est plutôt en périphérie. De plus, le trou noir central est difficile, notre trou noir central est difficile à observer, parce qu'on est dans cette galaxie, le trou noir est dedans, nous sommes dedans, et on peut le voir par la tranche dans la galaxie. Et donc, entre nous et le trou noir, se situent plein d'étoiles, de nuages, de gaz et de poussière, qui peuvent masquer les images. Mais, une collaboration, appelée collaboration Event Horizon, a monopolisé des grands radiotélescopes un peu partout sur la planète, et ils ont observé des trous noirs supermassifs en collectant des données pendant plusieurs années et en faisant des analyses très poussées pour reconstituer l'image de certains de ces trous noirs. Le premier qu'ils ont fait, c'est une galaxie dont le nom m'échappe, mais qui était bien placée, pas trop lointaine, vue de face, ce qui permettait de voir le trou noir par le haut, et un très très gros trou noir supermassif. Ça a permis d'avoir la première image. La deuxième, plus difficile, comme je vous l'ai dit, on le voit par la tranche, celle de notre trou noir central, est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et sur ces images, on voit très nettement le disque noir central, le trou noir, et le disque d'accrétion qui est autour, lumineux, formant une bande plutôt déformée. Et ces données vont apporter de précieuses informations sur la physique des trous noirs. Voilà donc pour les trous noirs. On en a fini au moins pour la description des trous noirs, ce que c'est, comment ils fonctionnent, etc. Et on va pouvoir se rapprocher maintenant de l'objectif de cette série, le paradoxe de l'information. Et dans la prochaine vidéo, il va y avoir l'entrée en scène de la mécanique quantique. Je vous remercie.